400 millions de chats vivent aujourd'hui parmi nous. Et leur nombre ne cesse d'augmenter. Les chats domestiques se sont imposés un peu partout sur la planète. I think that their ability to communicate with us probably made the cats one of the most popular pets in the world. Les chats sont même devenus les rois d'Internet. Et rien ne semble pouvoir arrêter leur conquête. They've followed us around the world, and pretty much anywhere where there's humans, there are cats. D'où viennent nos chats modernes? Quand et comment les avons-nous façonnés? Nos chats domestiques descendent tous de chats sauvages, et retracer cette histoire est un véritable défi. Pour résoudre ce mystère et comprendre les relations que nous avons nouées au fil du temps avec ces petites boules de poils, des archéologues, des biologistes et des comportementalistes mènent l'enquête. Leur récente découverte nous révèle l'incroyable épopée du chat. L'histoire de nos chats domestiques a débuté il y a des milliers d'années, quelque part au cœur des forêts européennes, des steppes asiatiques ou des savanes africaines. Des régions où subsistent encore des populations de chats sauvages. En apparence, peu de choses différencient ces félins de nos chats domestiques. Leur mode de vie, pourtant, est très différent. Les chats sauvages sont solitaires, territoriaux. Et ils vivent cachés loin des hommes. Nés au début du printemps, les chatons apprennent, dès leur plus jeune âge, à développer leur fantastique aptitude de prédateur pour être autonomes au début de l'hiver. Quand et comment sommes-nous parvenus à transformer ces animaux farouches et extrêmement méfiants en dociles chats d'intérieur? Le Muséum national d'histoire naturelle a rassemblé une fabuleuse collection d'ossements de chats obtenus au cours d'expéditions scientifiques. Il couvre une période allant de la préhistoire à nos jours. Mais pour Cécile Calou, maître de conférence au CNRS, ces éléments ne sont pas suffisants pour retracer les origines des chats domestiques. Il est très difficile de distinguer le chat sauvage du chat domestique. Si je ne marque pas les crânes, chat sauvage et chat domestique, je peux très bien intervertir les deux dans une boîte et on n'en saura rien. À part la couleur de leurs yeux ou de leur fourrure, les chats ont finalement subi peu de transformations au cours de leur domestication. Contrairement aux vaches, aux moutons ou aux cochons devenus très différents morphologiquement de leurs ancêtres sauvages, peu de choses différencient aujourd'hui nos chats des chats sauvages d'Europe, d'Afrique ou encore du Moyen-Orient. Découvrir où a commencé la domestication de nos chats et reconstituer leur arbre généalogique nécessite donc des approches scientifiques multiples et souvent complexes. Direction Chypre. Surgie du fond de la Méditerranée il y a 5 millions d'années, cette île n'a jamais été rattachée au continent. Chypre est donc un formidable observatoire archéologique pour débuter l'enquête. Aucun animal domestique ni aucun félin ne vivait ici avant l'arrivée des premiers humains il y a 12 500 ans. Chypre est située en Méditerranée, au carrefour de l'Europe, de l'Asie et de l'Afrique, des régions où ont toujours vécu diverses populations de chats sauvages.
Pourtant, aucun chat ne vivait autrefois sur cette terre. Alors, à quelle époque les hommes ont-ils introduit les lointains ancêtres de ces chats qui pullulent aujourd'hui à Chypre? Depuis une vingtaine d'années, Jean-Denis Vigne, archéozoologue du CNRS et ses collaborateurs, fouillent le sol chypriote à la recherche d'indices susceptibles de résoudre cette énigme. Ah, c'est chouette, ça, c'est probablement un outil de type burin. En fait, là, on cherche des sites du début de la préhistoire néolithique de Chypre. Et pourquoi? Parce que c'est la période du basculement entre la chasse-cueillette et le début de l'agriculture et la domestication des animaux. Avant d'entamer de nouvelles fouilles, les archéologues doivent au préalable localiser l'emplacement des villages du néolithique. Pour cela, en complément de prospection pédestre, ils utilisent des techniques géophysiques à l'aide de sondes capables de détecter la présence d'anciennes structures humaines enfouies sous terre. Dans le laboratoire d'archéologie, les données, une fois traitées, révèlent la cartographie du site. Ces relevés permettent de mieux cibler les futures zones de prospection. Tu sens tout de suite, quand tu as sorti l'image, là, tu as commencé à voir, tout de suite, tu dis, il y a un truc intéressant. Oui, souvent, on sent avec l'habitude, on sent que là, il y a une structuration et qu'il faut aller regarder de près. Alors, ce n'est pas des plans de maison ou des choses, tout de suite, on sait qu'on a quelque chose. Là, on a des, non, mais il y a des irrégularités, et rien que ça, faut qu'on aille les vérifier. Voilà, mais au moins, on sait où il faut creuser. Voilà, c'est-à-dire qu'on ne va pas aller dans un endroit où il n'y a pas d'anomalie. C'est après plusieurs années de fouilles et de prospection comme celle-ci que les archéologues ont fini par déterrer un petit os de chat. D'une apparence insignifiante, cet ossement vieux de 11 000 ans était pourtant une formidable découverte. C'est la phalange d'un gros chat de format chat sauvage, comme l'étaient les tout premiers chats domestiques. Évidemment, si on trouve cette phalange ici, c'est qu'il y avait des chats à Chypre, et on imagine assez mal des chats traverser à la nage 70 km de mer, et du coup, il a nécessairement été introduit par des hommes, quoi. Même si il n'y a qu'une phalange, eh bien, elle témoigne du fait que l'homme avait déjà introduit le chat à Chypre à 8800 avant Jésus-Christ, donc il y a 10 800 ans, presque 11 000 ans. Dès les débuts de l'agriculture, se débarrasser des rongeurs qui pillaient les réserves de céréales est une question de survie. Les chats remplissaient parfaitement cette mission. Mais leur relation avec les premiers cultivateurs du néolithique se limitait-elle uniquement à cela? Cette fois encore, la réponse se trouvait enfouie à Chypre, à 5 km de la côte, sur un autre site nommé Chilourokambos. Il y a quelques années, l'équipe, alors menée par Jean Guilaine, y a fait une découverte capitale. Ce site abritait une sépulture contenant 2 squelettes, celui d'un homme et d'un chat, enterrés ensemble il y a 9500 ans. Leurs dépouilles disposées face à face, à moins de 40 cm l'une de l'autre. Elles étaient accompagnées d'offrandes funéraires, lames de silex, haches polies et bijoux en coquillage. Si cette scène présente le chat comme un proche compagnon de l'homme dans la mort, l'était-il aussi dans la vie? Ce chat est très gros et présente des anomalies morphologiques qui montrent qu'en dépit de son jeune âge, parce qu'il avait 8 mois quand il est mort, il avait été très bien nourri. Donc je penche pour un compagnonnage
entre cet homme et ce chat, dans la vie comme dans la mort. Comme tous ces chats qui déambulent aujourd'hui à Chypre, le chat de Chilourokambos vivait lui aussi près des hommes il y a près de 10 000 ans. La relation entre les villageois du Néolithique et les chats qu'ils ont amenés sur l'île atteste que leur domestication a commencé bien plus tôt, ailleurs, sur le continent. Reste à découvrir où. À l'Institut Jacques Monod, Eva Maria Gegel, directrice de recherche au CNRS et spécialiste de l'ADN ancien, pense pouvoir retracer le parcours emprunté par les premiers chats domestiques et identifier leur origine. Vor unserer genetischen Studie wusste man zwar, dass eine Katze vermutlich aus Anatolien oder dem Nahen Osten nach Zypern geschippt wurde. Das heißt, sie muss mit Menschen auf dem Schiff nach Zypern gelangt sein. Aber man wusste natürlich nicht, woher sie kommt. Pour savoir d'où sont issus nos chats domestiques, il a fallu utiliser un laboratoire de haut confinement permettant d'analyser de l'ADN ancien. Les chercheurs ont extrait des fragments d'ADN provenant de 441 ossements de chats ayant vécu au Proche-Orient, en Afrique, en Europe ou en Asie, sur une période allant du Néolithique à nos jours. Au bout de 10 ans d'analyse, le verdict tombe. Les chats domestiques ne descendent pas du chat européen, mais d'un chat venu d'horizons plus lointains. Le chat ganté. Ce petit félin des steppes et des savanes vit encore de nos jours dans une grande partie du nord de l'Afrique, du Proche-Orient et de l'Anatolie. Diese Falbkatze, mehr oder weniger gezähmte Falbkatze, muss mit den ersten Bauern über den Bosporus auf Schiffen in den Balkan rübergesetzt worden sein. Und von dort breitete sie sich aus. Ainsi, il y a 6500 ans, ces chats gantés d'Anatolie commencent à se répandre en Europe. Alors que de son côté, le chat forestier européen reste cantonné à sa vie sauvage. Mais nouveau coup de théâtre. En poursuivant les recherches, les généticiens remarquent que 4000 ans plus tard, une nouvelle lignée de chats gantés succède à celle venue du Proche-Orient. Da haben wir gesehen, dass da zwei Typen von der Falbkatze vorkommen. Zwei Linien, würde ich jetzt sagen. Eines war die Linie, die wir auch schon in Anatolien gefunden haben. Und die andere Linie hatten wir noch nicht nirgendwo anders gefunden. Und diese Linie scheint eine typisch égyptische Linie zu sein. Ce n'est donc pas une, mais deux vagues de diffusion du chat qui se sont produites. Il y a 3000 ans, les chats domestiqués en Égypte partent à leur tour à la conquête du monde. Embarqués à bord de navires, ces chats de compagnie se répandent en Europe occidentale, en Grèce antique, puis dans l'Empire romain, et poursuivent leur route toujours plus au nord, chez les Vikings. Ces félins plus dociles et sociables vont supplanter les chats d'origine anatolienne. Die Katze in Ägypten, von der wir wissen, dass sie eine spezielle Stellung hatte im Vergleich zu anderen Regionen, scheint dann sehr schnell in anderen Ländern verbreitet worden sein. Das finden wir in unseren Studien. Que s'est-il donc passé en Égypte pour que ces chats réussissent mieux que les autres? En explorant d'anciennes nécropoles, les égyptologues ont découvert des centaines de milliers de momies de chats. Les Égyptiens vénéraient les chats.
À leur mort, ils étaient embaumés avec grand soin afin d'assurer une conservation optimale de la dépouille et ainsi honorer Bastet, la puissante déesse à tête de félin, symbole du foyer et de la fécondité. Pour satisfaire la demande importante des pèlerins désireux de faire une offrande à Bastet, les prêtres n'ont pas hésité à sacrifier plusieurs milliers de chats. Mais comment ont-ils pu s'en procurer autant? Le musée des Confluences a réuni la plus importante collection de momies animales hors d'Égypte. Aujourd'hui, Stéphanie Porcier, égyptozoologue, va retrouver David Besson, le conservateur des collections. Ils veulent éclaircir le mystère de ce culte des momies de chats, propre à l'Égypte ancienne. Toutes les momies sont rangées par systématique. Jusqu'ici, on a les oiseaux. Là, on commence à avoir les crocodiles avec ces petits individus juvéniles. Et pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, les chats, on est vraiment sur ces deux colonnes-là. Magnifique, très belle. Les momies sont soigneusement conservées dans ces réserves, à l'abri de l'humidité. Magnifique. Afin d'étudier ces précieuses reliques sans les détériorer, elles sont radiographiées. Ce matin, l'une d'elles va passer un scanner qui permettra une visualisation en 3D de son contenu. Les images obtenues par Samuel Mérigeau vont révéler le secret de cette momie réalisée il y a plus de 2300 ans. Voilà, donc là, l'acquisition est terminée. Et puis maintenant, on va commencer à faire les reconstructions, c'est-à-dire ces images de base, on va les reconstruire pour qu'elles soient exploitables sur les logiciels de visualisation. L'imagerie fait apparaître la dépouille d'un chat soigneusement embaumé. Il faut regarder au niveau du bassin. Alors, donc là, on a les dernières vertèbres. Et donc là, le bassin est ici. Et on voit qu'en fait, les os au niveau de l'acétabulum là, ne sont pas soudés. D'accord, donc c'est un individu d'environ 4 mois. D'accord. Lorsque l'on étudie les momies, et notamment les momies de chats, on se rend compte que nous avons une très grande proportion d'individus juvéniles qui ont été momifiés très rapidement. Donc ça tend vraiment vers un élevage, ce qui serait en parfaite harmonie avec justement le fait qu'il y a eu tout d'un coup un développement, que ce culte a pris une expansion quand même assez importante et qu'il a fallu justement avoir plus de matières premières. Les Égyptiens ont certainement été les premiers à élever des chats de façon massive pour en faire des momies. Mais en étudiant certaines radiographies, les chercheurs découvrent qu'elles ne contiennent pas toutes un chat. Et là, le mystère s'épaissit un peu plus. Par exemple, cette momie de chat qui ne contient aucun ossement et qui a été fabriquée uniquement à l'aide de textiles, ou encore parfois donc des momies qui sont fabriquées uniquement à partir de morceaux d'animaux, comme par exemple celle-ci qui a été donc façonnée uniquement à partir des pattes arrière d'un individu. À la fin de l'Antiquité égyptienne, ces momies représentent un véritable enjeu économique pour les embaumeurs, le clergé et les éleveurs de chats. Leur fabrication était devenue quasiment industrielle. Et de grandes quantités de chats ont été sacrifiés pour être transformés en objets de culte. L'histoire des chats n'a pas toujours été ronronnante. Adulés durant plusieurs millénaires en Égypte, les chats deviennent au XIIIe siècle la bête noire de l'Inquisition catholique en Europe. Associés aux créatures diaboliques de la nuit et aux sorcières, ils sont longtemps persécutés et ne sortent des ténèbres qu'à la fin du Moyen Âge. À la campagne comme à la ville, ces petits félins exterminent les rats porteurs de maladies comme la peste et retrouvent peu à peu leur lettre de noblesse à la Renaissance.
Ils parviennent même à s'imposer dans les salons de l'aristocratie. Ce petit compagnon lunatique, aussi attachant qu'agaçant, gagne définitivement le statut d'animal de compagnie au XIXe siècle. Le chat devient alors à la mode, et chacun cherche son chat. Un minou toujours plus docile, plus mignon, plus poilu. Bref, un chat différent de tous les autres. Avec cette folie des chats, s'affirment les premières races, comme le chartreux ou le persan. Ce qui est sûr, c'est que c'est plutôt à la fin du 19e, quand on commence vraiment à fixer les races, à fixer les caractères et à les croiser volontairement pour obtenir telle ou telle forme, qu'on peut parler de domestication. Les chats ont finalement subi peu de transformations, alors que les chiens sont devenus très différents de leur ancêtre le loup dès les débuts de leur domestication. Le chien présente une très grande diversité de formes. On va d'un très grand danois à un chihuahua. Alors que chez le chat, on a toujours un chat. On a des petits chats, on a le Maine Coon qui est un très gros chat. Mais quand on regarde au niveau squelettique, c'est toujours du chat. On ne dénombre qu'environ 70 races de chats, contre plus de 300 chez les chiens. Mais le phénomène va s'amplifier, car la demande de chats aux formes et aux couleurs différentes est de plus en plus forte. Comme en témoigne l'énorme succès des concours et des expositions félines créées en 1871. Ces événements où des éleveurs présentent leurs nouveautés intéressent particulièrement Marie Abitbol. Vétérinaire et professeure en génétique moléculaire, elle traque les changements physiques comme la forme des pattes ou des oreilles, la couleur des yeux ou du pelage, afin d'identifier les gènes impliqués dans ces transformations. Alors au niveau de sa couleur, c'est apparu progressivement ou quand elle était petite, elle avait déjà cette caractéristique golden qu'on voit très bien là sur son pelage? Alors elle avait déjà cette caractéristique golden. Et le père? Le père, vraisemblablement brown tabby classique. Ce nouveau caractère ne donnera pas naissance à une nouvelle race, seulement une nouvelle teinte du pelage. Récemment, il y a une nouvelle couleur qui a été décrite chez le sibérien. On va avoir des chats qui ont une robe qui est beaucoup plus rousse et qui va très légèrement éclaircir pour prendre des tons orangés. Donc c'est assez joli esthétiquement. Donc du coup, ça a attiré l'intérêt des éleveurs et on a en fait des généalogies de chats qui présentent cette nouvelle couleur. L'idée pour moi, c'est de récolter des informations de généalogie, des poils, et puis de l'ADN pour essayer d'identifier le gène et la mutation qui sont derrière cette nouvelle couleur. Constamment à la recherche d'animaux toujours plus originaux, certains éleveurs traquent l'apparition de caractères physiques étonnants. Comme ceux de ces chats polydactyles, aux doigts plus nombreux que la normale. La moindre originalité génétique est exploitée pour façonner des chats de plus en plus extravagants. Des modifications qui peuvent se révéler spectaculaires. Comme le Dwelf, une nouvelle race de chats au charme insoupçonné. Son nom est la contraction de deux mots anglais signifiant nain et elfe. Créé il y a une dizaine d'années, ce chat nu et miniature est le résultat du croisement de l'American Curl aux oreilles recourbées, du Sphinx sans poils et du Munchkin à pattes courtes. Ses mensurations, 15 à 18 cm pour un poids d'environ 3 kg. Et son caractère a tout pour plaire. Il est sociable, aime interagir avec les gens, il est agile et joueur. Bref, c'est un chat qui a du chien. Il n'a plus de poils du tout.
plus du tout de poils, lui. Oh, ma pauvre tempête. Si on prend les races nues, par exemple, le Sphinx, qui provient du Canada, c'est un chat nu qui est né dans une portée de chats de gouttière et qui a intéressé des éleveurs. Et en fait, tous les sphinx actuels sont les descendants de cette petite famille où est né ce chat nu parmi des chats poilus. Avec les sphinx, les éleveurs pensaient avoir façonné des animaux parfaits pour les amateurs de chats allergiques à leurs poils. Mais en réalité, ce ne sont pas les poils qui sont allergènes, mais leur salive. Si son look ne fait pas forcément l'unanimité, les propriétaires de chats nus vantent son caractère extrêmement sociable et affectueux. Quand on choisit un animal de race qui a été élevé dans une famille, on a quand même la garantie d'avoir un chat qui a été bien manipulé quand il était petit, des parents qui ont vécu en famille, qui ont rencontré des enfants, des personnes de différents âges, voire des chiens. Un animal qui sera un vrai compagnon amical. Un chat toujours plus petit, super mignon, parfaitement adapté à nos intérieurs, un compagnon docile et casanier. Voilà ce que l'on recherche aujourd'hui. Le Graal, un chat au caractère de chien. Un matou avec lequel on pourrait avoir autant d'interactions qu'avec un toutou. Très attaché à son maître, très affectueux, même avec ses congénères. Les chats sont souvent restés territoriaux et imprévisibles. On les soupçonne même d'être peu reconnaissants et de préférer les croquettes à leur maître. Mais qu'en est-il réellement? Peut-on façonner ce chat idéal et super sociable? À l'Université d'État de l'Oregon, une chercheuse veut démontrer que c'est possible. Christine Vital a décidé d'adapter des tests utilisés pour nos bébés afin de savoir si les chats développent un certain attachement envers leur maître. Pour ne pas interférer durant l'expérience, Christine se place à l'extérieur de la pièce, derrière une vitre d'observation. For a long time, it was proposed that only dogs and primates had that ability to form attachments. And with our research, we're finding that cats actually do this as well. Les chats ont un faciès moins expressif que celui des chiens. On a souvent du mal à comprendre leurs émotions. Et on se demande si, de leur côté, eux aussi sont sensibles au comportement de leur maître. Ce premier test va permettre de le vérifier. The circle is basically a way to measure the distance from the owner. So it's 1 meter from the center, so radius. And what we see is that for the first 2 minutes, when the owner is inattentive, the cat often doesn't spend very much time with them. Hey, can you jump up there? But when the owner goes to being attentive and trying to interact with the cat, we see that shoot up, and the cat spends a lot more time near the person in that phase. Cette expérience a été reproduite plusieurs dizaines de fois avec différents chats et leurs maîtres. Résultat, le comportement du chat est vraiment influencé par l'attention que lui porte son propriétaire. Mieux encore, si celui-ci est à ses côtés, il parvient à supporter un ventilateur dont les chats ont pourtant une peur bleue. Toutes ces expériences ont démontré que face à une situation stressante, 60% des chats sont rassurés par la présence de la personne qui prend soin d'eux. Un pourcentage comparable à celui des études menées sur des chiens et celles sur des enfants. Mais les chats sont-ils vraiment attachés à leur maître?
Pour en avoir le cœur net, Christine Vital va mener d'autres tests dans l'environnement où vivent habituellement les chats. Dans cette expérience de libre choix, on soumet au chat sa nourriture préférée, son odeur préférée, son jouet préféré. Son maître a pris place dans l'une des parties et joue avec lui. On compare ensuite le temps que le chat passe dans chaque secteur. So what we find is about 50% of cats we tested prefer to go to the person for some form of social interaction. But about 37% of cats go to the food. So while both are pretty preferred, we're finding that more cats prefer that social interaction. C'est un mythe qui s'effondre. Les chats sont eux aussi autant attachés à leur maître que les chiens. Puisque notre présence les rassure et qu'ils aiment interagir avec nous, Christine est convaincue que l'on peut dresser ces petits félins réputés allergiques au dressage. So you can see he's directing his nose to the food. And then we can use that as a way just to get him to interact with it. But eventually, you can just get the behavior on a cue. So you can say stand, and then they'll just stand up. Grâce à ces expériences, Christine Vital veut tordre le cou aux idées reçues. Faire comprendre aux propriétaires que les chats domestiqués depuis si longtemps ont tout à fait la capacité d'apprendre et même d'obéir. A lot of cats, especially if you get them started young, you can really shape up just about any behavior. So as long as you have a cat that is really excited about being trained and wants it, you can really train them just about anything you could do with dogs. Et voilà, avec un peu de patience, tout devient possible. Si le chat est prêt à tout pour s'incruster à nos côtés, il lui manque encore une chose. Trouver un moyen de se faire comprendre aussi bien que les chiens. Susanne Schütz, professeure de phonétique à l'université de Lund, mène des recherches sur la façon dont le chat communique avec les humains. Un programme qu'elle a baptisé Miaouzik. It's not only by sounds that cats communicate. They use visual signals, you know, body postures, tail movements, and so on. And they can also use tactile communication. They also communicate with scent. They leave scent marks, which other cats pick up. But humans aren't very good at picking up scent, so the best way of communicating with us is by sound, by using their voices. Cette spécialiste du langage possède aussi des chats. Elle a donc tout naturellement enregistré divers miaulements afin d'étudier leurs mélodies et leurs intonations. In this particular context, it's when he's hungry in the morning and he knows that I'm bringing his breakfast to him, and he tends to meow like this in a very, very high-pitched voice. And if I look at his meowing here on my computer, I can see that the melody contour, which is this blue line here, is rising. And you can almost hear that it's me, this kind of sound. But when he is in his cat carrier on the way to his vet, he meows completely differently. And this is what it sounds like then. And as you can see, this blue melody contour, it's falling instead of rising. Les chats partagent donc leurs ressentis avec nous. Pourtant, ils n'utilisent ni grammaire, ni mots, ni phrases. Comment se fait-il alors qu'on les comprenne parfois si bien? Pour le découvrir, il faut enregistrer une grande diversité de miaulements dans des situations différentes. C'est ainsi qu'est né un programme de recherche entre les villes de Lund et de Stockholm.
Spécialiste de la communication animale à l'université de Linköping, Robert Eklund a décidé de constituer une sonothèque féline. Pour enregistrer les vocalises des chats, il doit s'adapter à un animal souvent peu coopératif et s'armer de patience. Car il est indispensable que le chat se comporte de la façon la plus naturelle possible. Hade vi stannat här i 4-5 timmar till så hade Elliot säkert vant sig vid det här och kommit fram. Det vet man inte, eller så var han inte på pratsamt humör idag. Katter vaknar också på olika sidor, helt enkelt. Le lendemain, au bout de quelques heures, Elliot finit par ignorer sa présence. Cats rarely meow to other cats. Mother cats meow to kittens, who meow back, but adult cats very rarely meow to each other. Perhaps is that they have, after living 10,000 years with humans, they have realized that humans react to meow. It's a very sharp, high-pitched sound that sort of appears in the frequency range where the human ear is really sensitive. We hear meows really well and we turn our heads, and that's the entire point of being vocal. Robert a transmis l'ensemble de ses enregistrements à Susanne Schütz. Dans un premier temps, la spécialiste de la phonétique a patiemment classé les enregistrements de façon à associer à chaque courbe mélodique la situation précise durant laquelle les chats ont miaulé. We have them here, for instance. This is a door context. The cat wants to be let outside. This is a greeting when the cat greets their owners when they come home from work. And as you can see, all these positive average contours tend to have a rising melody contour, while the negative ones, the one where the cats are discontent, stressed, or in their cat carriers, for instance, you can see that they have a falling melody contour. Pour capter notre attention, le chat est devenu un expert en miaulement et en ronronnement. Un moyen de communication qu'il a développé de lui-même pour se faire comprendre des humains. Well, I think that's apart from the fact that many people find cats very cute. I think that their ability to communicate with us using sounds and the way that they tend to be able to understand what we are saying to them has probably made the cats one of the most popular pets in the world, yes. Dans de nombreux pays, les chats ont même détrôné les chiens. En France, on en compte désormais plus de 13 millions contre 7 millions de chiens. Leur succès est tel que des bars à chats ouvrent un peu partout pour ceux qui ne peuvent pas en accueillir chez eux. Grâce à leur facétie, ils ont même conquis un nouveau domaine, Internet. L'heure est au triomphe sur les réseaux sociaux. Sur le net comme dans la vie réelle, les chats comme Grumpy Cat, le chat grincheux, une célébrité aux millions de fans, ont pris une place qui dépasse l'entendement. Mission accomplie. Le monde est à leurs pieds. Mais il y a un mais. Ces petits envahisseurs ont de plus en plus de détracteurs. Car sommeillent encore en chacun d'eux des comportements de tueurs en série. Les chats seraient responsables de la disparition de milliards de petits animaux chaque année. Un carnage qui pourrait bien écorner leur image.
Alors Philou, où est-ce que tu vas aller? On va tout savoir. En région parisienne, des dizaines de chats ont été équipés de colliers GPS afin d'évaluer leur impact sur la biodiversité. Ce matin, Benoît Pisanu, du Muséum d'Histoire Naturelle, vient récupérer les données enregistrées par le collier de Philou. Donc, où sont nos petits amis? Ils vous attendent. Ils sont par là. Qu'est-ce que vous en dites des trajectoires de Philou? Est-ce que vous imaginiez qu'il aille déjà aussi loin, dans des jardins des voisins là? On savait qu'il se promenait autour de la maison, peut-être pas aussi loin. Et là, effectivement, on a la démonstration qu'il ne va pas dans les jardins où il y a des chiens. En vert, c'est le relevé du mois de janvier. Et vous avez ici, en rouge, le relevé du mois de juillet. Donc, vous voyez, il y a toute une zone où il n'allait pas pendant l'hiver, où il va pendant l'été. Les chats domestiques sont donc loin d'être casaniers. Jusqu'où peut s'étendre leur domaine? La question intrigue autant les propriétaires que les chercheurs. Le suivi GPS de plusieurs centaines de chats a livré des réponses. À la campagne, leur territoire s'étend sur 4 hectares. L'hypothèse d'un impact sur la faune semble donc bien fondée. Afin de savoir quelles sont les espèces les plus menacées et à quelle fréquence ont lieu les parties de chasse, 5000 contributeurs ont accepté de participer à un programme de recherche participative. Ils ont soigneusement noté toutes les proies rapportées à la maison et partagé les données en ligne. Grâce à ce travail, on sait désormais quelles sont les victimes de ces prédateurs éclectiques. 10% de leurs trophées sont des reptiles. Les oiseaux représentent 20% de leur proie. Les écureuils, les souris, les campagnols et autres petits mammifères représentent 60% des prédations. C'est un vrai prédateur, hein. C'est vraiment une machine à chasser. C'est quelque chose qui doit être vraiment ancré dans sa nature, même s'il ne consomme pas. Partenaire toujours aussi précieux dans la lutte contre les rongeurs, le chat domestique serait-il en train de devenir l'ennemi numéro 1 de la biodiversité? Alors dans le cadre d'une étude qui a été donc conduite sur des programmes de suivi des oiseaux communs, des petits oiseaux en Belgique et en France, donc plusieurs millions d'oiseaux bagués reconnus. Donc il a pu être estimé que la mortalité directe liée au chat était de le même ordre de grandeur que celui de la collision sur les fenêtres. Les chats sont donc responsables de la mort d'un oiseau sur 5. Un lourd tribut, même si l'agriculture intensive et la réduction des espaces sauvages restent les principales causes de leur disparition. Les espèces qui sont prédatées par le chat sont des espèces qui, pour la vaste majorité d'entre elles, sont présentes déjà depuis extrêmement longtemps et ont cohabité anciennement avec le chat, on va dire les chats sauvages qui étaient là avant que l'homme ne réduise sa place. Donc ce sont des proies et qui ont coévolué avec des prédateurs. L'arrivée des chats dans un milieu où ils n'ont jamais existé peut avoir des effets dévastateurs. C'est le cas des îles restées longtemps isolées, comme la Nouvelle-Zélande, la Nouvelle-Calédonie ou encore l'Australie. Introduits il y a à peine 200 ans sur l'île continent, les chats tueraient chaque jour 1 million d'oiseaux et 1,5 million de reptiles. Les chats sont aussi devenus un véritable fléau aux Philippines, à Hawaï, dans les îles Galapagos et le sud de la Floride. Dans les Keys, où ils sont arrivés beaucoup plus récemment, les autorités ont décidé de prendre les devants pour protéger la faune endémique. Depuis leur introduction dans les années 60 sur l'île de Key Largo, les chats s'attaquent à des espèces qui n'avaient jamais été confrontées à ce prédateur.
Les chats errants pullulent. On en compte plus de 500 au nord de l'île. Et leur vagabondage ne s'arrête malheureusement pas aux frontières des réserves naturelles. Une équipe de biologistes dévoués traque les félins qui ont fait de la réserve de Crocodile Lake leur terrain de chasse. Michael Cove et ses collaborateurs ont installé plusieurs dizaines de caméras pièges. Pendant des mois, elles ont enregistré toute l'activité de la réserve. Yeah, I recognize this one. Yeah, I think he was there last week too. Yeah. The cats are mostly nocturnal. They're elusive and they avoid people. So we never expected to see as many cats as we did when we first started several years back. Les chats pourraient provoquer la disparition d'une espèce au bord de l'extinction, le rat des bois, dont ils n'ont aucun mal à repérer les nids. These wood rats in particular didn't have mammalian predators historically, and so they're naive to these types of predators. And so you can imagine carrying sticks like this for over 50 meters in the forest and then placing them here to essentially advertise your presence could be quite maladaptive in the presence of these predators. Key Largo est le dernier refuge de ces petits rongeurs, et leur disparition est devenue une véritable affaire d'État. Les chats errants ont été stérilisés, et des nids sont en construction pour protéger les rats des bois. Cats are certainly here to stay, and what it's really going to take is changing of attitudes about how we perceive them, their impacts on the environment, and how we manage them and keep them as pets. And so if we get to that point where it's not okay to just let all your cats outside to prowl around at night when all of these wildlife are out. Les autorités redoutent par-dessus tout que certains chats s'installent pour de bon dans la réserve. Ce qui semble déjà être le cas. It looks like what I have here is some white hair snagged on this really old barbed wire. Actually, there's some here too. So this tells me this is most likely from a cat. Michael Cove veut savoir à qui il a affaire. Si ses poils sont ceux d'un simple visiteur ou ceux d'un chat qui s'est établi dans la réserve. This could be pretty fresh. So I'm going to collect this for some stable isotope analyses, and we'll be able to use those hair, the old saying, "You are what you eat." And we can basically, from these hair and these carbon and nitrogen ratios, estimate what these cats are eating. Les résultats de l'analyse de centaines de prélèvements effectués ces derniers mois ne sont pas rassurants. De nombreux chats se sont réensauvagés. Cats are adaptable, very effective predators, and so they don't really need us. So they can fend for themselves when they enter the environment. And we found that about 20% of the population seems to be feral cats, behaving like wild animals. À Key Largo, un chat sur 5 se nourrit exclusivement de proies sauvages et n'a plus aucun contact avec les humains. Fixing and neutering cats is obviously important because they certainly have a large reproductive potential that it only takes two to populate a small ecosystem environment. En 4 ans, un couple de chats peut potentiellement engendrer 20 000 descendants. De quoi faire de nombreux ravages. L'histoire de la domestication des chats est donc loin d'être terminée et semble prendre un nouveau tournant, celui d'un retour à la vie sauvage.
D'une certaine manière, si les chats sauvages d'Afrique et du Proche-Orient ou d'Asie en général étaient amenés à disparaître, ce qu'on peut redouter dans les années à venir, le chat il s'en tire bien parce qu'il a des lignées domestiques qui vont continuer à exister et puis qui sont capables de réinvestir des terrains sauvages. En leur donnant accès à de nouveaux territoires, des chats redécouvrent l'indépendance. So where humans went, cats went. From that point of view, they are really successful as a species. Depuis 11 000 ans, l'histoire des chats est intimement liée à la nôtre. Ces petits félins sont parvenus à nous séduire. Ils se sont imposés à nos côtés. Et plus rien ne semble pouvoir les arrêter.